Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné », épisode qui me donne le plaisir de recevoir, de re-recevoir, puisque nous avions déjà eu la chance de l'accueillir pour son livre sur Notre-Dame, de recevoir Maryvonne de Saint-Pulgent. Maryvonne de Saint-Pulgent, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Maryvonne de Saint-Pulgent, vous êtes diplômée du Conservatoire de Paris, polydiplômée, vous avez plusieurs premiers prix du Conservatoire de Paris, vous êtes diplômée de l'École nationale d'administration, vous avez été beaucoup de choses, dont présidente d'une section au Conseil d'État, mais aussi directeur. À l'époque, on n'éprouvait pas le besoin de mettre général après directeur. Vous avez été directeur du patrimoine et vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont assez récemment celui sur Notre-Dame, pour lequel nous vous avions reçu, et récemment celui lui aussi publié chez Gallimard, et lui aussi très pertinemment et joliment illustré, intitulé « Les musiciens et le pouvoir en France », qui va donc de Lully à Pierre Boulez. D'abord, les musiciens et le pouvoir en France, c'est sans doute un sujet qui a dû étonner beaucoup de gens. Pourquoi les musiciens auraient-ils un rapport avec le pouvoir? Et ce rapport avec le pouvoir est-il particulier, unique, à la France? Est-ce qu'on peut, pour commencer, envisager ces deux questions? Ah oui, la question du pouvoir est très importante pour la musique parce que c'est sans doute l'art. D'abord, c'est un art qui n'existe pas s'il n'est pas représenté. On ne peut pas lire, tout le monde n'est pas capable de lire une partition, il faut l'interpréter. Et en dehors des gens qui écrivent pour leur propre instrument, comme Liszt par exemple, qui était un virtuose du piano et qui donc ça lui coûtait rien de jouer ses œuvres. Quand vous écrivez de la musique symphonique, vous avez besoin d'énormément de musiciens. Quand vous écrivez d'un opéra, c'est encore beaucoup plus. Les moyens à déployer sont beaucoup plus importants. Et le coût de production de la musique oblige à avoir des aides, en fait, un soutien public, un soutien privé ou public. Et c'est la raison pour laquelle les musiciens ont plus besoin du pouvoir que d'autres créateurs. Et par ailleurs, comme l'a très pertinemment relevé Napoléon, la musique est un des arts qui véhicule le mieux les émotions et donc qui se prête le mieux à la propagande. Donc on a des relations assez gagnant-gagnant, si je puis dire, entre le pouvoir et les musiciens. J'entends par les musiciens les compositeurs. Pour ce qui concerne la France, on a un pouvoir exécutif fort. On sait que la France a une préférence de longue date pour les pouvoirs exécutifs forts. Et donc, cette relation, cet intérêt du pouvoir, un pouvoir ensuite, en plus anciennement constitué, un État-nation, un des premiers États-nations, et dans l'histoire des chefs d'État, des chefs d'État, j'entends des monarques, qui ont assez vite compris l'importance du soft power, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire en fait de la propagande par l'art et de l'association de l'art à la politique de puissance et à la glorification du monarque. Cette situation, curieusement, a perduré avec la République. Quitter la monarchie n'a pas supprimé les fondamentaux de la relation entre les pouvoirs et les musiciens. Et on est très surpris de découvrir qu'il s'agit actuellement, à l'époque nous parlons, en tout cas quelques années d'ici, c'est probablement la France où cette relation absolument fondamentale entre le pouvoir et la musique existe encore dans une démocratie avancée occidentale. On ne trouve pas une si longue histoire sur deux siècles, 3 siècles, de relations aussi intenses dans d'autres pays européens et encore moins dans les démocraties récentes. Alors, cette situation particulière à la France, c'est-à-dire celle d'être un des premiers États-nations historiquement en Europe, d'avoir un pouvoir central fort, donc d'avoir une cour autour du pouvoir, généralement autour d'un souverain, pendant très longtemps autour du souverain, c'est-à-dire d'attirer les richesses, les influences, les
comment dirais-je, les disponibilités de toutes sortes. Est-ce que ça a joué aussi un rôle dans l'attraction que la France et que Paris, en réalité, puisque la France c'est Paris pour ce qui est du pouvoir, est-ce que Paris a l'attraction de Paris vers tous les talents, y compris les talents d'artistes et parmi les artistes, les talents des musiciens? Oui, certainement. Alors, en plus, Paris, est assez vite un centre, enfin la cour, voilà, parce qu'avant Oui. Paris, il y a Versailles et Fontainebleau, enfin bon, tous les résidences royales. Ça ne devient Paris que quand le pouvoir s'installe à Paris, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, en réalité. Mais ça a joué aussi, la centralisation, aussi, de tous les autres formes de pouvoir. Le pouvoir culturel, le pouvoir financier, la sociabilité. N'oublions pas aussi dans les éléments la puissance fiscale française, très ancienne aussi, c'est-à-dire, des moyens financiers concentrés entre quelques mains, ce qui est toujours mieux pour, le mécénat artistique, hein. Ça joue aussi et ça s'accentue lorsque Paris devient en plus une des premières destinations touristiques mondiales. Ça, c'est la Heu fin du 19e. c'est la fin du 19e, mais ça va jouer un rôle très important. Alors on a l'habitude, on sait que l'attractivité de Paris, pour l'art, on connaît les écoles de Paris, sur les arts plastiques. On a moins en tête que ça a joué aussi pour la musique, surtout que, on se raconte en France que la France n'est pas un pays musicien, n'est pas un pays de musique, ce qui est absolument faux. Il y a l'un des intérêts d'avoir, pu faire des illustrations pour ce livre, c'est de montrer à quel point, la musique et les musiciens sont présents dans les arts et c'est parce qu'ils sont présents dans la société. La sociabilité française tourne autour de la musique, depuis très longtemps. L'Opéra de Paris est un des tout premiers opéras européens, de cette importance. Enfin, il prend cette importance, parmi les premiers. Et ensuite les salons musicaux vont arriver. L'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire est un des tout premiers dans l'histoire, historiquement, orchestre symphonique de l'histoire. Et en réalité, jusqu'à, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, la vie musicale à Paris et en France aussi est très intense. Or, ça c'est oublié, méconnu et aussi parce que dans notre beau pays, curieusement, l'histoire de l'art, méconnaît l'histoire de la musique et je dirais réciproquement. Quant à l'histoire politique, alors c'est un oubli total. Et alors, ça demande quand même une explication ou une recherche d'explication sur la fin de ce rapport entre la population française en général et la musique. Parce que les grands concerts symphoniques, les grands concerts populaires, ceux qui étaient donnés au Cirque d'hiver, par exemple, attiraient beaucoup de monde. La Société des concerts du Conservatoire était, quand je dis beaucoup de monde, je veux dire beaucoup de monde des différentes classes sociales. Parce que l'opéra était suivi, évidemment, ceux qui n'avaient pas d'argent étaient au paradis ou au poulailler, selon qu'on voudra les appeler, mais ils y étaient. Et souvent, ils connaissaient le répertoire. Hier, je me souviens dans les mémoires de Jean-François Revel, le récit de ces maçons à Marseille qui chantent Manon, et il y a dans d'autres mémoires le récit de Jean, on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui en Italie, à Vérone par exemple, où la population connaît la partition à tel point que si jamais le ténor fait un pas de côté, c'est sa fête. Or, c'était aussi une situation française, et à un moment donné, ça, curieusement d'ailleurs, au moment où on a mis le plus en avant la volonté d'avoir une politique qui popularise la culture, ce rapport familier entre les Français et la musique s'est inversé ou a cessé. Oui, alors il y a aussi les ruptures, de société successives. On voit très bien, par exemple, que, l'opéra est quand même un plaisir aristocratique. Les grandes querelles musicales du XVIIIe siècle se font entre gens
de très, très bonne compagnie, avec à la fois, les philosophes, toute l'encyclopédie et les salons, des financiers. Ces grandes querelles musicales vont disparaître ou à peu près au XIXe siècle. Ce sera le théâtre qui deviendra un sujet de querelle parce que tout d'un coup, c'est plus du tout les mêmes. C'est plus du tout le même public. Le public de l'opéra devient un public bourgeois et les références culturelles ne sont plus du tout les mêmes. La relation à la musique change profondément. Et donc ça va faire disparaître tout ce qui a été un milieu artistique qui a favorisé une certaine forme de musique au XVIIIe siècle. Vous avez les mêmes ruptures et surtout beaucoup plus importantes avec les 2 guerres mondiales et surtout la seconde. Il y a autre chose, c'est que pendant le XIXe siècle, il y a eu un grand mouvement, là aussi très pionnier, de démocratisation de la musique. C'est-à-dire que c'est la philanthropie musicale qui s'est beaucoup développée avec la création de fanfares et d'harmonies dans les provinces. Et c'était un système qui fonctionnait très bien et qui propageait la connaissance musicale dans les classes populaires parce qu'il y avait des débouchés dans les musiques militaires. Et donc c'était un système vertueux. Hein, on avait besoin de beaucoup de soldats musiciens dans les armées françaises, qui étaient très très nombreux. C'est une des plus grandes armées européennes. Quand ils étaient mis à la retraite, les militaires devenaient des professeurs et les gens des classes populaires, qu'ils soient paysans ou ouvriers d'ailleurs, pouvaient se changer de conditions parce que suivre des cours de musique les faisait accéder à des emplois dans l'armée. Après la guerre de 14, la liquidation quantitative d'énormes effectifs militaires a cassé ce système. Et c'est le sport qui a pris le relais. Et donc vous avez et puis alors les innovations, l'invention du disque, l'invention de la radio ont en réalité asséché considérablement le milieu des amateurs. On a avant l'invention du disque et de la radio, pour entendre de la musique, faut aller écouter des musiciens ou en jouer soi-même. Après l'invention du disque et de la radio, il n'est plus nécessaire d'en jouer pour en entendre et c'est même moins nécessaire d'aller au concert. Et vous avez donc un affaiblissement très considérable du niveau d'éducation musicale, en fait, dans toutes les classes de la société. Et là aussi, c'est le sport qui prend le relais. Et donc, il a fallu, à ce moment-là, un investissement public très considérable pour remplacer tout ce marché privé de la musique, qui a été asséché par les technologies modernes. J'aurais pu citer le cinéma aussi. Par les conservatoires, voilà. Et c'est maintenant, c'est actuellement qu'une partie significative de la population, mais beaucoup moins démocratique qu'auparavant, c'est-à-dire beaucoup plus concentrée dans les catégories sociales professionnelles supérieures, que vous avez à nouveau une proportion importante de gens qui ont fait de la musique dans les écoles de musique des municipalités, dans les écoles de musique municipales. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que, en particulier, ça explique la vitalité de la musique, des musiques françaises dites actuelles, c'est les musiques de variété, car énormément d'artistes de cette section, en réalité, ont fait des études de musique savante, classique, dans les conservatoires. Est-ce que, avant qu'on en vienne Oui. au détail de votre récit des rapports entre les pouvoirs et la musique entre Louis XIV et aujourd'hui, disons, est-ce que on peut s'arrêter une seconde sur l'enseignement de la musique? D'une certaine manière, vous en avez déjà dit beaucoup à travers les sociétés lyriques locales, les fanfares, etc. Mais est-ce qu'on peut dire que ça a été l'essentiel de l'enseignement de la musique? Et est-ce qu'on peut comprendre pourquoi, par exemple, en Grande-Bretagne, on apprend à chanter et on chante bien. Il suffit d'aller aux proms, par exemple, pour voir à la fin des proms, quand tout le public du Royal Albert Hall entonne le Rule Britannia, ils chantent. Et non seulement ils connaissent la mélodie et les paroles, mais ils chantent en rythme. Une Marseillaise chantée en France, même avec
en y mettant tout son cœur dans un stade, qu'il soit petit ou grand, c'est une série de fausses notes et des décalages dans le rythme qui sont terribles. En Allemagne, on joue d'un instrument. Il est très rare qu'on sorte de l'école sans jouer, pas forcément convenablement, mais enfin sans savoir à peu près se débrouiller avec un instrument. Qu'est-ce qui nous caractérise au milieu de tout ça? Ah ben c'est clairement le fait que l'enseignement de la musique en France, à l'époque contemporaine, est séparé de l'enseignement général. Ajoutez à ça que dans des pays comme l'Angleterre, l'Église continue de jouer un rôle important, notamment dans l'exercice choral. Vous avez encore une Église intégrée dans la société qui continue d'apprendre à chanter en chœur aux enfants. C'est plus du tout le cas en France. Vous avez des chorales, mais enfin des chorales d'église, mais enfin elles sont pour la plupart des chorales d'adultes déjà. Il n'y a pas d'enseignement du chant aux enfants comme ça a été le cas en France jusqu'à la Révolution, l'enseignement par les maîtrises. Et quand l'enseignement public a pris le relais, il a privilégié l'enseignement des instruments. Et surtout, la Révolution a créé un système musical séparé du reste. C'est la création du Conservatoire de Paris, qui a été suivi d'écoles de conservatoires de province faits sur le modèle parisien. Comme souvent en France, on copie le modèle parisien. Et cet instrument est principalement un instrument instrumental, donc un enseignement instrumental. Et évidemment, il se destine à la formation professionnelle. Quant au chant, eh bien, il n'y a pas eu de relève véritable des maîtrises de cathédrale et de l'institution monastique. Et là, il y a eu une coupure profonde. Quand l'enseignement de la musique est introduit dans l'enseignement général, d'abord par Guizot, on oublie que c'est Guizot qui commence à faire des cours de musique et de dessin, mais à l'époque, l'école n'est pas obligatoire, ni gratuite, et donc c'est la gratuité, le caractère obligatoire de l'enseignement primaire institué par Jules Ferry qui généralise cet instrument. Alors, à l'époque de Guizot et de Jules Ferry, on sait que la seule façon d'enseigner la musique dans une classe, c'est la chorale, c'est le chant choral. Donc, jusqu'à la période, jusqu'à la moitié du XXe siècle, on conserve ce principe qu'à l'école, on chante en chœur. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, on s'imagine qu'on peut faire des orchestres de flûte à bec, et on abandonne cette évidence. Plus exactement, ce qui s'est passé, c'est que quand on a créé l'enseignement musical dans le premier cycle du secondaire, on n'a pas su trouver la formule qui allait pour le secondaire, et donc on a prolongé un peu les principes de l'école primaire. Voilà. Et donc, en fait, ça ne fonctionne pas. Il y a la seule manière, encore une fois, d'enseigner la musique collectivement, c'est la chorale, c'est le chœur. Et bon, voilà, c'est là où il y a un vrai problème. Vous avez un enseignement de bonne qualité, techniquement efficace dans les conservatoires de musique, mais il faut s'inscrire, il faut payer un droit d'inscription, et puis en plus, surtout, c'est une démarche particulière. L'école est complètement séparée de ce monde. C'est la grande différence avec l'Allemagne et l'Angleterre. Par exemple, les cours de musique en Allemagne et en Angleterre ont lieu dans l'enceinte de l'école, évidemment en dehors du temps scolaire, mais vous n'avez pas à faire la démarche de pousser la porte d'une école de musique. En France, c'est séparé. Marie-Van de Saint-Pulgent, merci. Nous allons rentrer dans notre seconde rencontre dans le dur des rapports entre les pouvoirs et les musiciens. Nous commencerons par nous intéresser au premier d'ailleurs d'entre eux dans votre énumération, dans votre coup de périscope sur les pouvoirs et la musique qui sera Louis XIV. Mais enfin, en attendant, espérons que un ministre de l'Éducation nationale ait l'idée de faire de nouveau chanter les écoles, les collèges et les lycées. Marie-Van de Saint-Pulgent, merci.